En 72 heures, Ouagadougou est passé de la routine au seuil de rupture. 23 redéploiements militaires, un silence diplomatique soudain et des communications chiffrées ont créé une scène trop ordonnée pour être accidentelle. Que révèle vraiment cette accélération? Et pourquoi Ibrahim Traoré devient-il immédiatement la clé de lecture pour comprendre ce qui se joue au Burkina Faso et dans tout le Sahel, un pays suspendu entre contrôle et bascule? Pour dépasser l'émotion immédiate, cette analyse propose une méthode claire. Lire le pouvoir à travers ses mouvements plutôt qu'à travers ses discours. En quelques mots, le bénéfice est simple. Comprendre les rapports de force avant qu'ils ne s'imposent. L'enjeu dépasse un épisode sécuritaire isolé. Il touche à la capacité d'un État à reconnaître les signaux faibles, à hiérarchiser les pressions et à transformer une alerte en protocole de décision. Dans ce cadre, chaque silence institutionnel, chaque annulation diplomatique et chaque redéploiement discret devient une information exploitable, non un simple bruit de fond. La promesse faite au lecteur est double. D'une part, ordonner des faits dispersés pour éviter les interprétations hâtives. D'autre part, identifier ce qui relève de la contrainte externe et ce qui procède d'un choix stratégique interne. Cette distinction est essentielle pour évaluer la marge de manœuvre réelle du Burkina Faso. Au centre de cette grille de lecture, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme une figure héroïque ou polémique, mais comme un point de convergence où se croisent décisions, attentes populaires et pressions concurrentes. Comprendre cette convergence permet d'anticiper les conséquences à venir, plutôt que de les subir. En moins de 72 heures, 23 unités de sécurité ont été redéployées autour de Ouagadougou. Ce volume représente environ 18% de la capacité opérationnelle nationale, un seuil rarement activé aussitôt dans les crises comparables du Sahel. Ce chiffre change la lecture de la séquence. Il indique une anticipation plutôt qu'une réaction improvisée et suggère que la menace perçue était structurée avant même sa manifestation visible. Dans ce cadre, les barrages, les patrouilles nocturnes et les communications chiffrées cessent d'être des anecdotes. Ils deviennent les éléments d'un protocole. La temporalité est décisive. Les signaux apparaissent presque simultanément, sans la dispersion habituelle des situations chaotiques, ce qui renforce l'hypothèse d'une orchestration préalable. Le contexte régional éclaire cette mécanique. Dans plusieurs capitales sahéliennes, des schémas similaires ont précédé des tentatives de renversement. Vocabulaire euphémisé dans les messages, départ diplomatique discret, gel financier sans justification publique. Ici, les mêmes codes réapparaissent, compressés dans un laps de temps très court. Cette compression est un indice en soi. Elle réduit la marge d'erreur et augmente la lisibilité des intentions. À l'intérieur du pays, les décisions institutionnelles suivent une logique de resserrement. Des réunions sont annulées, des flux d'informations filtrés, des postes sensibles réattribués. L'objectif n'est pas la démonstration de force, mais la protection de la chaîne de confiance. C'est dans cet enchaînement que le rôle d'Ibrahim Traoré prend sens. Son influence ne se mesure pas à un discours, mais à la capacité d'aligner rapidement des acteurs hétérogènes autour d'une lecture commune du risque. Ainsi, la révélation centrale est simple. La crise n'est pas née soudainement. Elle a été rendue visible en quelques jours, mais son architecture s'inscrit dans une continuité de pression et d'ajustement. Comprendre cette continuité permet de dépasser le spectacle immédiat et d'entrer dans la logique réelle du rapport de force. Au milieu de la tension abstraite, la crise se matérialise à travers des trajectoires humaines précises. Ce sont elles qui permettent donc de comprendre comment l'État réagit concrètement, loin des communiqués. Autour d'Ibrahim Traoré, un cercle opérationnel restreint agit sans visibilité excessive, traduisant les orientations politiques en décisions immédiates. Le colonel Sanou, responsable de la sécurité présidentielle, prend une mesure décisive.
l'éloignement de plusieurs officiers soupçonnés de contacts extérieurs. Le geste paraît administratif, presque discret, mais son impact est profond. En quelques heures, la chaîne de confiance interne est redessinée, les postes sensibles réattribués et les flux d'informations cloisonnés. Cette purge silencieuse n'a rien de spectaculaire. Elle vise à réduire l'incertitude et à empêcher la circulation de récits concurrents au sein même de l'appareil sécuritaire. Sur un autre registre, la capitaine Diarra organise les patrouilles nocturnes dans les quartiers stratégiques de Ouagadougou. Son unité ne cherche pas l'affrontement. Elle occupe le terrain, contrôle les axes, observe les réactions. Sous la pluie et dans l'obscurité, ces patrouilles rappellent que la stabilité dépend aussi d'un effort physique continu, souvent invisible. La présence régulière rassure certains habitants et dissuade les tentatives opportunistes. Ces deux figures incarnent les premiers effets de la séquence. L'une agit sur l'architecture interne du pouvoir, l'autre sur la perception quotidienne de la sécurité. Ensemble, elles montrent que la menace n'est jamais abstraite. Elle se traite par des décisions humaines, imparfaites, mais déterminantes. À travers ces gestes, l'influence d'Ibrahim Traoré se mesure non dans la rhétorique, mais dans la capacité à maintenir une cohérence opérationnelle sous pression. Avant la bascule, le pays évoluait dans une normalité fragile. Les patrouilles étaient espacées, les communications institutionnelles régulières, les marchés animés et les diplomates visibles. Cette routine n'était pas synonyme de stabilité durable, mais elle fournissait un rythme prévisible. Puis, en quelques heures, ce cadre se fissure. Le passage du « avant » à le « après » ne s'étire pas dans le temps. Il s'impose brutalement, comme un interrupteur actionné sans avertissement. L'activation commence un vendredi soir. Les services de renseignement détectent des échanges chiffrés, inhabituels, utilisant un lexique déjà observé lors d'opérations clandestines dans d'autres capitales du Sahel. Les termes semblent anodins, presque techniques, mais leur répétition et leur synchronisation constituent un premier signal. Dans la foulée, des réunions prévues dans plusieurs ambassades sont annulées sans justification publique. Le silence devient alors un indicateur à part entière. Il ne rassure pas, il alerte. Le lendemain, la montée en intensité est nette. Des drones non identifiés survolent brièvement une zone militaire au nord de la capitale. Leurs trajectoires sont propres, mesurées, comme si l'objectif était de tester la réactivité plutôt que de provoquer un incident. Presque simultanément, des tracts anonymes apparaissent en ville. Leur vocabulaire reprend mot pour mot des formulations déjà vues, à Bamako ou à Niamey, avant des tentatives de déstabilisation. La répétition n'est pas fortuite. Elle inscrit la séquence dans un répertoire connu. Le point culminant survient le lundi. Les garnisons régionales signalent des perturbations dans leur transmission. Les permissions sont suspendues. Les unités se repositionnent. L'aéroport passe sous contrôle renforcé. La capitale se referme progressivement. Les rues se vident. Les convois blindés avancent sous une pluie persistante. Et chaque carrefour devient un poste d'observation. La tension n'est plus abstraite. Elle se ressent physiquement. C'est dans ce moment précis qu'Ibrahim Traoré intervient publiquement. Le ton n'est ni exalté ni martial. Il est mesuré, presque clinique. Cette retenue contraste avec l'agitation ambiante et réorganise la perception collective. Le message n'annonce pas une victoire, il fixe une ligne. L'État ne cède pas à la panique et ne délègue pas sa souveraineté. Ce positionnement transforme le pic de crise en seuil de stabilisation. Les jours suivants correspondent aux répliques. Des cyberattaques frappent des sites institutionnels. Des rumeurs circulent sur des défections imminentes. Des messages de désinformation saturent les réseaux sociaux. Pourtant, aucun effondrement ne se produit. Les forces loyales tiennent. Plusieurs arrestations ciblées sont annoncées et la pression retombe progressivement. Les habitants recommencent à sortir, prudemment. Cette succession, activation, climax, résonance, montre que la séquence n'est ni improvisée ni linéaire.
Elle est certes construite pour tester, pousser, puis observer. Le fait qu'elle n'ait pas abouti ne signifie pas qu'elle soit close. Elle marque plutôt un changement de phase. Ce qui a échoué une fois peut revenir sous une autre forme. Avant la crise, les redéploiements d'unités autour de la capitale restaient marginaux. En moins de 72 heures, 23 unités ont été repositionnées, soit environ 18% de la capacité opérationnelle nationale. Ce basculement rapide constitue le premier indicateur clé. Il signale une mobilisation inhabituelle par son ampleur, mais surtout par sa précocité. Dans les crises précédentes de la région, un tel niveau d'activation apparaissait généralement après des affrontements ouverts. Ici, il intervient en amont, comme une manœuvre de prévention. Ce chiffre ne doit pas être isolé de son interprétation. Mobiliser près d'un cinquième des forces disponibles en un laps de temps aussi court implique une chaîne décisionnelle courte et une anticipation claire du risque. Cela suggère que les autorités disposaient d'indices jugés suffisamment crédibles pour justifier un coût opérationnel élevé. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette décision modifie la lecture habituelle. L'État n'attend pas la matérialisation de la menace. Il cherche à l'occuper symboliquement et physiquement avant qu'elle ne se structure. Le second indicateur concerne l'économie extérieure. Depuis le déclenchement de la séquence, les échanges commerciaux avec les partenaires occidentaux chutent de 22%. Pris isolément, ce pourcentage pourrait évoquer un affaiblissement brutal. Pourtant, son évolution dans le temps nuance le diagnostic. La baisse est immédiate, mais elle se stabilise rapidement grâce à un redéploiement vers les pays voisins. Autrement dit, la contraction ne se transforme pas en effondrement. Elle fonctionne comme un ajustement stratégique, révélant une capacité d'adaptation plus qu'une panique financière. Ce recul mesuré des échanges traduit un changement de dépendance plutôt qu'une rupture sèche. Les circuits d'importation se reconfigurent. Les acteurs régionaux gagnent en importance et les institutions financières locales adoptent une posture de prudence contrôlée. La donnée économique confirme ainsi que la crise ne se limite pas au champ sécuritaire. Elle agit comme un catalyseur de recomposition, forçant le pays à tester d'autres équilibres, parfois au prix d'un ralentissement temporaire. Le troisième indicateur touche à la perception publique. Un sondage interne mené auprès de 5000 personnes indique que 64% des répondants attribuent donc la tentative de déstabilisation à des facteurs extérieurs. Ce résultat ne prouve pas une réalité factuelle à lui seul, mais il révèle un état d'esprit collectif. Dans un contexte d'incertitude, cette convergence de perception crée une forme de cohésion cognitive. Elle réduit l'espace des récits concurrents et renforce la lisibilité de l'action étatique. Ces trois données, 18% de capacités redéployées, 22% d'échanges occidentaux, 64% de perception d'ingérence, ne racontent pas des histoires séparées. Elles dessinent une ligne continue reliant l'appareil sécuritaire, l'économie et l'opinion. Ensemble, elles indiquent que la tentative de déstabilisation n'a pas seulement été contenue. Elle a déclenché un ajustement rapide des réflexes nationaux. Même si Ibrahim Traoré reste central dans l'impulsion initiale, ces chiffres montrent que la réponse dépasse un individu. Elle engage un système entier, contraint de mesurer, d'arbitrer et de s'adapter sous pression. Deux interprétations solides structurent aujourd'hui le débat autour de la trajectoire du Burkina Faso. Les présenter loyalement permet d'éviter les caricatures et d'évaluer la situation à partir d'arguments robustes plutôt que de positions réflexes. La première lecture, souvent portée par des observateurs occidentaux, considère que la dynamique actuelle accroît l'instabilité régionale. Selon cette approche, la rupture rapide avec des partenaires historiques fragilise les mécanismes de sécurité collective et crée un vide stratégique. Le rapprochement accéléré avec de nouveaux axes serait perçu comme une prise de risque, susceptible d'attirer des acteurs aux intérêts ambigus. Dans cette perspective, la rhétorique souverainiste, associée à un pouvoir jeune et concentré, augmenterait la probabilité de tensions prolongées. Le raisonnement est cohérent. Dans une région déjà marquée par des conflits imbriqués, toute reconfiguration rapide
peut produire des effets secondaires difficiles à maîtriser. La seconde lecture, majoritairement défendue sur le continent africain, avance l'argument inverse. Elle voit dans la séquence récente une correction plutôt qu'une dérive. Les partisans de cette thèse soulignent la réduction progressive de la dépendance financière extérieure, passer de niveaux supérieurs à 40% du budget national à des seuils nettement plus bas. Ils mettent également en avant une amélioration sécuritaire localisée dans plusieurs provinces et une diversification des partenariats économiques. Selon cette vision, le pays ne s'isole pas. Il redistribue ses alliances afin de retrouver une marge d'autonomie perdue. La stratégie serait donc défensive à long terme, même si elle comporte des coûts immédiats. La confrontation avec les données nuance ces deux récits sans en invalider totalement aucun. Les indicateurs disponibles montrent une baisse mesurée des échanges traditionnels, compensée partiellement par des circuits régionaux, et une diminution des attaques contre certaines infrastructures stratégiques. Ces éléments suggèrent un ajustement plutôt qu'un effondrement. Dans ce cadre, l'action d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme un pari idéologique que comme une tentative de recalibrage sous contrainte. L'enjeu réel n'est donc pas de choisir un camp narratif, mais de comprendre pourquoi un risque assumé peut devenir un apprentissage collectif, lorsque les décisions sont confrontées en continu aux effets observables. Après l'échec de la tentative visible, le centre de gravité se déplace. Le danger n'est plus concentré dans un événement spectaculaire, mais disséminé dans une pression continue, moins identifiable et plus difficile à contrer. Cette bascule marque un tournant stratégique. Elle indique que l'affrontement ne se joue plus seulement sur le terrain militaire, mais dans l'usure progressive des institutions et de l'attention collective. Dans cette nouvelle phase, les signaux deviennent plus discrets. Les offensives prennent la forme de campagnes de désinformation, d'attaques numériques ciblées et de récits concurrents destinés à fragiliser la confiance interne. Rien ne s'effondre brutalement, mais chaque micro-incident teste la résilience du système. La crise cesse d'être une séquence courte. Elle devient un environnement durable. Face à ce glissement, Ibrahim Traoré ajuste sa posture. Les prises de parole se font plus brèves, plus techniques, presque procédurales. L'objectif n'est plus de rassurer par la solennité, mais de normaliser la vigilance. La sécurité n'est plus présentée comme une réponse exceptionnelle, mais comme une routine organisée. Cette évolution narrative est décisive. Elle transforme la peur en méthode et la réaction en discipline. La révélation centrale est donc claire. Le coup avorté n'était pas une fin, mais un seuil. Ce qui suit est moins visible, mais potentiellement plus structurant. La capacité du pays à traverser cette phase dépend moins de la force immédiate que de l'endurance institutionnelle et de la cohérence des choix quotidiens. Les effets de la séquence ne se limitent pas au cercle du pouvoir. Ils se diffusent progressivement dans 4 sphères distinctes: l'État, les entreprises, la population et l'environnement régional, chacune révélant une facette spécifique de l'ajustement en cours. C'est à ce niveau que la crise cesse d'être abstraite et devient mesurable dans la vie institutionnelle et sociale. D'abord, du côté de l'appareil public, les procédures se resserrent, les chaînes de décision se raccourcissent et les flux d'informations sont davantage contrôlés. Cette centralisation vise à limiter les fuites et à empêcher la reconstitution de réseaux parallèles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la part du budget alloué à la sécurité progresse sensiblement, traduisant un choix assumé: privilégier la stabilité immédiate avant les réformes structurelles. Cette orientation renforce la capacité de réaction, mais elle réduit temporairement la marge d'action d'autres ministères, créant une tension interne entre protection et développement. Ensuite, sur le plan économique, les répercussions sont contrastées. Le secteur minier concentre une grande partie des ajustements. La suspension de certaines concessions étrangères ralentit les exportations, tandis que des opérateurs régionaux prennent une place plus visible. Les entreprises locales font face à une incertitude accrue, notamment sur l'accès aux marchés internationaux et au financement. Toutefois,
Cette contrainte agit aussi comme un déclencheur d'innovation. Les chaînes d'approvisionnement sont repensées, les partenariats diversifiés et la production locale revalorisée. Le risque réputationnel demeure, mais il s'accompagne d'une recherche active d'autonomie. Pour les ménages, l'impact est immédiat, mais nuancé. L'inflation des produits de base pèse sur les foyers. Les plus vulnérables, obligeant à des arbitrages quotidiens plus stricts. En parallèle, des mécanismes d'entraide communautaire se renforcent. Partage des stocks, circuits courts, solidarité de voisinage. Le discours officiel, porté notamment par Ibrahim Traoré, n'efface pas les difficultés matérielles, mais il contribue à donner un sens collectif à l'effort demandé. La crise est perçue non seulement comme une épreuve, mais comme un apprentissage commun. À l'échelle régionale, les conséquences sont stratégiques. La coopération sécuritaire avec les pays voisins s'intensifie, créant un noyau de coordination inédit. Cette dynamique modifie les équilibres traditionnels et complique les schémas d'influence extérieure. Pour certains partenaires, le Burkina Faso cesse d'apparaître comme un acteur isolé. Il devient un point d'ancrage d'un rééquilibrage plus large au Sahel. Dans leur ensemble, ces effets dessinent une trajectoire intermédiaire. Le pays ne bascule ni dans l'effondrement ni dans le triomphe. Il avance dans une zone d'incertitude maîtrisée, où chaque décision produit des coûts visibles, mais aussi des capacités nouvelles. Les prochains mois s'ouvrent sur une incertitude structurée. Les tendances observées ne dessinent pas une trajectoire unique, mais un éventail d'issues possibles. 3 scénarios permettent de penser l'avenir sans tomber dans la prédiction, en reliant les choix présents à leurs conséquences plausibles. Dans une configuration centrale, l'État parvient à maintenir un équilibre fragile. Les forces de sécurité continuent de sécuriser les axes sensibles, tandis que l'économie fonctionne. Un régime ralenti, mais stable. Les tensions diplomatiques persistent. Cependant, elles deviennent routinières, intégrées dans une nouvelle normalité. Le Burkina Faso avance lentement, avec une résilience institutionnelle mesurée. Le risque demeure, mais il est contenu par des mécanismes de vigilance désormais intégrés au fonctionnement quotidien. Dans une version plus favorable, les réajustements économiques produisent des effets tangibles. Les partenariats régionaux et panafricains se renforcent. La diversification des échanges réduit progressivement la dépendance extérieure et certaines provinces connaissent une amélioration sécuritaire durable. Dans ce cadre, l'État gagne en crédibilité interne et externe. L'approche portée par Ibrahim Traoré apparaît alors comme une stratégie de long terme, capable de transformer une période de tension en levier d'autonomie accrue. La société civile, mieux informée, s'implique davantage dans les débats de gouvernance. Enfin, un scénario défavorable reposerait sur un choc externe majeur. Une sanction multilatérale, une cyberattaque d'ampleur ou une dégradation économique rapide pourrait fissurer la cohésion fragile. Face à cette pression, le pouvoir renforcerait les mesures d'urgence, recentralisant les décisions et limitant les marges locales. Le système ne s'effondrerait pas nécessairement, mais il se rigidifierait, réduisant sa capacité d'adaptation. Si l'on accepte une règle simple, si la cohérence l'emporte sur la réaction, alors l'équilibre tient. Ces scénarios cessent d'être abstraits. Ils deviennent des outils de vigilance. L'avenir ne dépend pas d'un événement unique, mais de la capacité collective à vérifier, documenter et corriger les choix au fil du temps. Derrière les indicateurs et les choix stratégiques, la crise redéfinit des gestes ordinaires. Elle modifie les rythmes, les priorités et les arbitrages de groupe qui n'exercent aucun pouvoir direct, mais qui en portent les conséquences au jour le jour. 3 publics illustrent cette translation du politique vers le vécu. Dans les villes, chez les travailleurs urbains, l'incertitude devient une contrainte permanente. Les variations de prix compliquent la planification. Les perturbations logistiques ralentissent l'activité et la rumeur pèse sur la concentration. En réponse, de nouveaux réflexes apparaissent. Mutualisation des transports, réorganisation des horaires, partage d'informations fiables au sein de réseaux professionnels.
La contrainte stimule une rationalisation du quotidien. Le travail ne s'arrête pas. Il s'adapte. Dans les zones rurales, au sein des familles, l'impact est moins spectaculaire mais plus durable. Les choix agricoles évoluent. Les circuits d'approvisionnement se raccourcissent et la gestion des stocks devient collective. Les familles diversifient les semences, protègent les récoltes et renforcent l'entraide locale. Cette autonomie contrainte forge des compétences qui dépassent la crise immédiate. La prudence se transforme en savoir-faire transmissible et cumulatif chez les étudiants et les apprentis. La séquence agit comme un apprentissage politique accéléré. Les débats se multiplient dans les salles de classe, les ateliers et les espaces numériques. Beaucoup découvrent que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais une réalité qui influence l'accès aux ressources, à l'emploi et à la mobilité. Cette génération développe une vigilance critique plus précoce, faite de questions et de comparaisons. À travers ces groupes, une constante apparaît. La crise ne fige pas la société. Elle l'oblige à réorganiser ses priorités, à tester des solidarités et à transformer l'incertitude en compétences collectives. Pour sortir d'un état d'alerte prolongé, sans retomber dans l'improvisation, une méthode graduelle s'impose. Elle ne promet ni rupture spectaculaire, ni solution instantanée, mais une consolidation progressive, fondée sur des responsabilités identifiées, des délais clairs et des critères d'évaluation observables. Autour d'Ibrahim Traoré, plusieurs axes structurants se dégagent. Il s'agit d'abord de stabiliser les zones périphériques. Les forces locales, appuyées par les mécanismes régionaux, doivent sécuriser les frontières sensibles. L'acteur principal reste l'appareil sécuritaire national, avec un horizon de quelques mois. L'indicateur central, c'est la diminution régulière des incursions transfrontalières enregistrées. Sans cette base, toute réforme demeure fragile. Il faut ensuite réorienter les flux économiques. Le ministère du Commerce et les autorités douanières peuvent accélérer la diversification des corridors régionaux. L'objectif est de réduire la dépendance aux circuits traditionnels. Le critère de suivi est à la part des importations issues de partenariats non historiques dans le volume total. Ce rééquilibrage amortit les chocs externes. Vient aussi le renforcement de la production locale. Les ministères sectoriels sont appelés à soutenir des filières pilotes, notamment minières et agricoles. Le calendrier est progressif, mais mesurable. L'indicateur clé devient le taux d'autosuffisance dans un nombre limité de chaînes de valeur. La production ancre la souveraineté dans le réel. Dans le même mouvement, discipliner la communication publique devient essentiel. L'administration et les médias nationaux doivent coordonner leurs pratiques. Vérification, contextualisation et sobriété deviennent des normes. Le succès se mesure à la réduction des rumeurs et à la stabilité de l'information diffusée. Enfin, institutionnaliser la vigilance suppose de transformer l'expérience récente en cadre durable, en impliquant les collectivités et les citoyens. La participation accrue aux instances locales constitue un signal de réussite. La vigilance cesse alors d'être une réaction, elle devient une compétence collective. Dans les rues où la tension était palpable quelques jours plus tôt, le calme revient par touches successives. Les patrouilles se font moins visibles, les marchés reprennent leur rythme et les conversations du soir retrouvent une forme de normalité prudente. Ce retour progressif à l'ordinaire ne signifie pas l'oubli. Il marque l'intégration de l'expérience dans une mémoire collective en formation. Le motif initial réapparaît alors avec clarté. Ce sont les gestes discrets, décisions administratives rapides, présence constante sur le terrain, attention portée aux signaux faibles, qui ont empêché la bascule. Rien de spectaculaire, mais une continuité d'action modeste et coordonnée. À ce niveau, le rôle d'Ibrahim Traoré se lit moins comme celui d'un chef omniprésent que comme un repère autour duquel s'est organisée une discipline partagée. Les habitants, commerçants, étudiants et veilleurs nocturnes prolongent aujourd'hui ces gestes à leur échelle. La vigilance s'insinue dans les habitudes, non comme une contrainte pesante,
mais comme une précaution intégrée. Le pays découvre que la force ne réside pas dans la posture, mais dans la constance. Cette séquence transforme un choc potentiel en maturation collective. Elle rappelle qu'une souveraineté vécue se construit par l'accumulation de décisions cohérentes, souvent invisibles. Et, au fond, la dignité naît des gestes persistants. L'histoire qui vient de se dérouler ne s'achève pas avec la dissipation de la tension immédiate. Elle se prolonge dans les choix quotidiens, les conversations ordinaires et la manière dont chacun relie les faits plutôt que de céder aux rumeurs. La période actuelle appelle moins à la confrontation qu'à une présence active, faite d'attention, de discernement et de dialogue. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré cesse d'être uniquement une figure institutionnelle. Son nom devient un point de référence autour duquel s'articulent des lectures multiples: sécurité, souveraineté, responsabilité collective. Ce déplacement révélateur. Il montre que la stabilité durable ne dépend pas d'un mot d'ordre, mais de la capacité d'une société à maintenir un fil commun dans l'incertitude. Pour le lecteur, l'enjeu est désormais clair: s'informer sans s'isoler, discuter sans se diviser, vérifier avant de transmettre. Ces gestes simples prolongent l'effort institutionnel et renforcent la cohérence d'un moment encore fragile. La vigilance n'est pas un état d'alerte permanent. Elle devient une pratique sociale. La question reste ouverte. Comment transformer cette attention nouvelle en habitude durable, capable de résister à l'usure du temps et aux pressions futures?